Mesdames, Messieurs, entrons aujourd'hui dans une explication détaillée des fondations de la TVS en commençant par notre postulat central. Pour comprendre le vide, imaginez-le non comme un néant mais comme du miel, un milieu qui possède une consistance, une résistance invisible. Formellement, cet état de contrainte est la variable état. Plus le milieu est épais mathématiquement, plus état augmente, freinant les processus. Le temps, lui, est comme la lumière d'un phare dans le brouillard. Le brouillard peut gêner la vision, mais il ne change pas la source. En TVS, le temps est intrinsèque. Il est stable. Ce que nous appelons dilatation du temps est en réalité un biais de rythme du mécanisme de mesure. Les interactions avec ce milieu laissent des traces, comme le sillage d'un navire. C'est ce que nous devons apprendre à observer. Nous séparons donc les mesures. Le canal horloge pour les lois classiques et le canal transport pour détecter la structure fine du vide. La matière est la cause, le potentiel phi. Le vide n'est que le milieu qui répond à cette présence par une modification de son état. Cette distinction entre cause, milieu et réponse est le socle de notre réflexion. Elle change radicalement notre lecture du monde. Messieurs, mesdames, bonjour. Nous allons explorer aujourd'hui une reformulation fondamentale de nos lois gravitationnelles. Le vide est l'objet le plus ambigu de la physique. Est-il un néant passif, une abstraction géométrique ou un milieu physique actif? La TVS postule que le vide est un substrat structuré, un milieu actif capable de répondre à la présence de matière. Ici, la gravité n'est pas une entité fondamentale, mais l'effet émergent de la réaction locale du milieu à la matière. Pour comprendre, imaginez un nageur évoluant dans un milieu visqueux, comme du miel. La résistance est le milieu lui-même. Ce paramètre de contrainte locale, nous l'appelons le CHU noté état. Il définit la densité locale du vide. L'équation maîtresse décrit comment le CHU évolue en fonction de la densité de matière et des gradients de potentiel. Dans ce modèle, le temps est intrinsèque. Ce qui change, c'est le rythme des processus physiques servant à le mesurer. Une horloge ne mesure pas le temps nu, mais la cadence d'un processus matériel dépendant de son milieu environnant. Nous distinguons deux canaux. Le premier, le canal horloge, traite des fréquences et des phases des oscillateurs matériels. Pour les champs faibles, la TVS reproduit les observations établies, assurant une cohérence avec la relativité générale. Le second canal, dit de transport, est là où la TVS introduit ses prédictions propres sur la propagation et la mémoire du milieu. Certains phénomènes dépendent de la mémoire du milieu, ce que nous appelons l'effet Kármán, lié au sillage du mouvement. Le CHU agit comme une viscosité effective, influençant directement la propagation et la portée de la lumière. L'objectif est de dégager des signatures falsifiables par des tests différentiels sur ces observables de transport. La TVS propose une lecture physique du milieu sous-jacent, complétant les descriptions géométriques existantes. En repensant le vide, nous ouvrons une voie vers une physique où l'espace n'est plus un absolu, mais un milieu vivant. Merci de votre attention. La science est un voyage dont nous ne sommes qu'au commencement. Messieurs, mesdames, nous ouvrons aujourd'hui une version monumentale du chapitre 2, un voyage au cœur de la grammaire fondamentale qui régit notre univers. Prenez place. Avant de bâtir, il faut dissiper les ombres. Trop d'ambiguïtés ont traversé nos branches historiques. Ici, nous fixons une grammaire stable. La matière engendre, le vide répond. Considérez notre première analogie, le nageur. L'eau n'est pas qu'un contenant, elle offre une résistance, un sillage. C'est la signature mue de la structure du milieu. La source de tout est le potentiel phi. En régime de faible champ, la matière dicte cette grandeur fondamentale. C'est l'ancrage indispensable de notre dossier. Repensez au chronomètre dans le miel. Ce n'est pas le temps qui se dilate par magie. Ce sont les rythmes physiques qui sont freinés par la contrainte locale du vide. État est notre variable centrale. Elle n'est pas la gravité, mais la réaction du vide à la gravité. Une distinction majeure qui verrouille notre méthodologie. Le CHU est l'unité pratique de cette contrainte. État est son nom dans l'équation. CHU est son nom dans le monde physique. Une seule et même réalité. Divisons état en deux canaux fonctionnels. L'horloge pour la phase et la fréquence, le transport pour les gradients et la mémoire du milieu. Deux regards sur le même vide. La loi de l'horloge assure la compatibilité avec l'expérience. À 500 mètres d'altitude,
Le biais de 5,5 fois 10 puissance moins 14 est notre étalon de mesure. Le transport porte les prédictions nouvelles. Il dépend du sillage, de la mémoire intégrée du milieu. C'est ici que la TVS déploie toute sa puissance prédictive. L'équation F4 donne vie au vide. Elle décrit sa relaxation, sa diffusion et son excitation par les gradients. Une loi effective pour structurer nos signatures. La lumière suit l'optique effective. La vitesse fondamentale c est immuable. C'est la propagation globale qui est dictée par NF, évitant ainsi la métrique courbe. 4 familles testent notre modèle. Les horloges pour l'ancrage, la fibre, le jitter et les cavités pour le transport. Une stratégie de vérification totale. Nos chiffres sont concrets. 1,1 fois 10 puissance moins 14 pour 100 mètres. Ces ordres de grandeur rendent nos chapitres expérimentaux immédiatement opérationnels. Nous gardons la commande K et les régimes G1, G2, G3 pour nos annexes théoriques. Le texte principal reste focalisé sur le noyau minimal et vérifiable. Messieurs, mesdames, nous avons posé les bases de notre grammaire. La structure est là, solide et cohérente. Je vous donne rendez-vous pour le chapitre 3. Merci de votre attention. Messieurs, mesdames, chers étudiants, bienvenue dans ce 3e chapitre consacré au temps intrinsèque et aux biais de mesure. Nous avons fixé la distinction entre la source gravitationnelle, phi, et la réponse locale du vide, l'état chou, noté ETA. Il s'agit maintenant de préciser comment cette structure se traduit dans les mesures temporelles concrètes de nos instruments. La TVS prend ici une position nette. Le temps n'est pas une grandeur qui se déforme en elle-même. C'est un paramètre intrinsèque. Imaginez un métronome plongé dans du miel. Ce n'est pas le temps qui ralentit, mais le mouvement du balancier lui-même. Ce qui ralentit dans un environnement contraint, c'est le rythme des processus physiques, et non la trame temporelle fondamentale. Une horloge ne mesure jamais le temps nu. Elle mesure une dynamique concrète, oscillation, transition ou battement. Si cette dynamique dépend du milieu, alors les écarts entre horloges sont des écarts de fonctionnement, des biais instrumentaux universels. Pour rester compatible avec l'expérience, nous fixons une loi opérationnelle. Le biais relatif de fréquence dépend du potentiel. Cette loi est notre garde-fou. Elle permet de reproduire les décalages observés sans invoquer une dilatation ontologique du temps. Toute mesure différentielle suppose une jauge de référence, notée phi étoile, pour comparer deux niveaux de potentiel. Là où l'approche standard parle de structure de l'espace-temps, la TVS parle d'une structure physique du vide. Retenez cette idée minimale. Un milieu plus contraint impose un rythme plus lent à tout système oscillant. C'est l'effet de Dennis. Le manuscrit doit être rigoureux. Ne confondez pas le canal horloge avec le canal transport, qui, lui, porte les nouveautés du modèle. Cette économie interne rend la branche TVS synchronisée plus robuste. Nous gardons un noyau conservateur pour les horloges. En résumé, le temps est intrinsèque, les horloges répondent au vide, et le biais de fréquence est un effet de rythme. Merci de votre attention. Le canal horloge assure notre compatibilité expérimentale. À bientôt pour l'étude du transport. Messieurs, mesdames, chers étudiants, nous abordons aujourd'hui le chapitre 4 de notre traité consacré à la propagation de la lumière. Ce point est central pour clarifier les difficultés historiques du corpus en séparant la vitesse locale des effets du canal transport. Nous allons préciser comment la TVS traite la lumière comme une réponse du vide, sans concession ontologique à la géométrie courbe. Le postulat fondamental est simple, la vitesse locale fondamentale c reste strictement constante. La TVS ne ralentit pas la lumière localement. Imaginez un nageur dans du miel. Sa force est constante, mais le milieu impose une réponse qui définit sa progression effective. Ce choix évite un conflit inutile avec les descriptions classiques, tout en laissant place à la formulation d'effets nouveaux sur le trajet. Même si c est constante, la lumière ne voyage pas dans un rien abstrait, mais dans le bulk, un milieu physique structuré. La réponse locale du vide modifie la phase, le chemin optique et la transmissibilité, ce que nous nommons le canal transport. Le comportement observable dépend de l'état local du bulk, une intuition déjà présente dans les branches les plus anciennes du corpus. En faible champ, nous introduisons une forme d'optique effective. Voici l'équation minimale de l'indice n effective. Cette écriture reproduit les ordres classiques de déflexion et de délai sans postuler immédiatement une métrique courbe. Attention, c'est le milieu qui impose cet indice optique et non l'espace-temps pris comme un moteur premier.
Le Twix-Pack introduit une décomposition cruciale entre le couplage au potentiel et le transport pur. Le terme B capte le canal horloge déjà calibré, tandis que le terme A capte le résidu propre au transport. Cette distinction permet de ne pas attribuer indistinctement tous les déphasages à un seul mécanisme. C'est un avantage majeur. C'est particulièrement important pour les expériences interférométriques verticales que nous détaillerons plus loin. Voici comment nous calculons le déphasage optique intégré le long du trajet L, incluant le résidu de transport epsilon. La TVS déplace l'analyse vers des observables intégrés. Un milieu se manifeste par ses effets de parcours. Nous cherchons nos différences dans les résidus qui dépendent des gradients du potentiel et de la mémoire locale du milieu. C'est ici que la théorie propose des effets additionnels, déphasage résiduel et sensibilité à la modulation. Restons prudents. L'optique effective classique est le fond dominant. Le canal transport ajoute un résidu à tester. La TVS conserve le redshift et les ordres de déflexion connus. Elle est protégée d'une opposition frontale inutile. Précisons ce que le manuscrit n'affirme pas. Pas de perte d'énergie systématique, ni de loi rigide de longueur d'onde ici. Les régimes complexes comme Carmen ou Mamolar sont réservés aux annexes pour ne pas alourdir le texte central. Notre ligne est simple. C locale constante, optique effective et résidu de transport testable. Ce chapitre prépare les tests expérimentaux sur la fibre verticale et les cavités radiofréquences. Dans la fibre, nous cherchons un déphasage de l'ordre du picomètre sur des centaines de mètres de hauteur. Ces tests valident la logique de propagation en milieu structuré, qu'elle soit optique ou électromagnétique. En résumé, premièrement, C est constante. Deuxièmement, le vide agit comme un milieu effectif. Troisièmement, la forme N effective fournit la base. Quatrièmement, les corrections sont portées par le transport. Nous avons ainsi une position stable. Nous poursuivrons avec le chapitre 5 sur la conduction et la mémoire du milieu. Messieurs, mesdames, chers étudiants, nous entamons aujourd'hui une masterclass détaillée sur le chapitre 5 de notre traité consacré au canal transport. Les chapitres précédents ont fixé notre structure. La matière engendre le potentiel, le vide y répond par un état de contrainte et les horloges restent calibrées. Le canal transport est le lieu où la théorie cesse d'être une simple interprétation pour devenir une proposition expérimentale différenciée. Ici, le potentiel seul ne suffit plus. On étudie la structure locale du milieu, les gradients, la mémoire et les pertes. Imaginez un métronome dans du miel. Sa cadence dépend de la viscosité locale, de son mouvement et de l'histoire du fluide. C'est l'essence de notre équation. Cette équation condense 3 contributions distinctes. Une dépendance spatiale, une sensibilité temporelle et une mémoire intégrée du milieu. Le rôle de ces coefficients est phénoménologique. Ils paramètrent les sensibilités du transport sans nécessiter, à ce stade, une théorie microscopique complète. Le terme alpha exprime la dépendance au relief gravitationnel local. Plus la structure varie dans l'espace, plus la transmission est affectée. Le terme bêta introduit la sensibilité à la modulation temporelle. C'est ici que nous distinguons un transport mémoriel d'une simple théorie statique. Le Twix-Pack préconise l'usage de masses mobiles et de marées contrôlées pour rendre ce terme identifiable expérimentalement. Enfin, le terme gamma représente la mémoire cumulée. Le système ne répond pas seulement à l'instant, mais à toute son histoire d'exposition au champ. Ce terme relie le transport au phénomène de rémanence et d'hystérésis, des concepts chers à notre branche conceptuelle. Reporter les différences sur le transport est un choix stratégique majeur. Nous ne réécrivons pas tout, nous cherchons des divergences précises. Le canal transport devient ainsi le front scientifique principal. On conserve le socle connu pour mieux isoler la signature du milieu. Tout observable de transport suit ce schéma. Une valeur de référence, une sensibilité au milieu et un bruit de mesure. La TVS affirme qu'il existe une grandeur de transport commune, une variable latente qui permet la calibration croisée entre expériences. Prenons le jitter des chaînes PLL. C'est comme la vibration résiduelle d'un pont, influencée par la densité de l'air qu'il traverse. Nous proposons un test vertical à plusieurs altitudes pour chercher une dérive du jitter corrélée directement au canal transport. Le jitter ne dépend pas seulement du matériel, mais de l'état du milieu. Une pente contrôlée en altitude constituerait notre signature. Le second terrain est l'interférométrie sur fibre verticale. Nous séparons 2 contributions, la part horloge et la part transport. Si un résidu significatif subsiste après cette séparation, la TVS disposera d'une preuve directe de la structure du milieu. Une troisième famille d'observables concerne les cavités RF, où les pertes effectives servent de traceurs du canal transport. La TVS n'est pas qu'une théorie de la lumière,
Elle décrit l'influence du milieu sur tout système de transport et de stabilité. L'originalité ici est l'introduction de la mémoire du milieu. Un système dépend de son exposition prolongée, pas seulement de l'instant. Le formalisme F4 introduit un temps de relaxation TPI. C'est l'effet Dennis. Le vide prend du temps pour retrouver son équilibre. Cette dynamique est centrale. Elle dit que le vide diffuse et relaxe les contraintes, justifiant l'existence de notre variable I-trans. Le texte reste présentable sans renoncer à sa structure dynamique. Nous restons prudents, sans spéculation excessive dans le texte principal. 4 familles de tests ressortent. Le jitter, le résidu interférométrique, les pertes RF et les tests géométriques forts. Évitons de faire du canal transport une catégorie fourre-tout. Sa force réside dans sa structure précise et rigoureuse. Les concepts plus audacieux comme la commande K ou les régimes de gel topologique resteront en annexe pour préserver la tenue du texte. En résumé, le canal transport est la zone d'innovation majeure. Il est dynamique, mémoriel et fournit nos signatures falsifiables. La TVS propose ici de vraies divergences expérimentales. Nous nous retrouvons au chapitre 6 pour l'étude des plasmas. Messieurs, mesdames. Chapitre 6. Plasma, état 1,5 et système fortement couplé. Objet du chapitre. Les chapitres précédents ont établi le noyau du manuscrit. Le vide structuré répond à la source gravitationnelle. Les horloges relèvent d'un canal universel et les différences spécifiques de la TVS apparaissent dans le canal transport. Il faut examiner les systèmes fortement couplés, en particulier les plasmas et les régimes de synchronisation. Des dispositifs où confinement, oscillation et mémoire du milieu interagissent fortement. Cette extension est déjà présente dans le manuscrit. Un chapitre entier est réservé au plasma et à l'état dit 1,5. L'enjeu n'est pas une nouvelle théorie autonome, mais de montrer comment la TVS interprète certains régimes complexes comme des cas particuliers d'interaction forte avec le milieu. Là où le canal horloge reste conservateur, les plasmas offrent un terrain où la structure dynamique du vide devient visible. Pourquoi les plasmas occupent une place particulière? Ils combinent densité d'énergie, confinement, instabilité et effet de mémoire. Cela en fait un terrain naturel pour tester une physique du milieu plutôt qu'une superposition de lois locales. Dans la branche commande K, cette idée apparaissait comme une capacité finie du vide sollicité dans un volume confiné. Dans la branche synchronisée, le plasma est un système où le canal transport et la dynamique F4 peuvent se manifester. L'idée d'un état 1,5, le corpus a fait émerger cette notion, un plasma franchissant un seuil critique. Il devient un régime hybride, ni purement fluide, ni simplement guidé, mais porteur d'une organisation propre. Le plasma n'est plus passivement contraint. Il impose partiellement sa fréquence ou son organisation au système qui l'entoure. C'est une forme de superposition hybride, fluide comme un gaz, structuré comme un aimant directeur. Le manuscrit principal doit traiter cette idée avec précaution. Elle est précieuse comme interprétation physique. La TVS autorise des régimes où le système couplé développe une réponse collective plus souveraine. Dans les plasmas, la logique du canal transport prend une importance accrue. Un plasma peut concentrer ses effets, sous forme d'instabilité, de saut de régime, d'amortissement différentiel ou de verrouillage collectif. Le canal transport n'apparaît plus comme une correction faible, il devient une variable structurante du régime global. Un système fortement contraint ne répond pas proportionnellement. Il peut rencontrer des plafonds, des saturations ou des seuils brusques. La géométrie influence la redistribution de l'état du vide. Le confinement dépend du milieu qui freine les redistributions. Certains plafonds observés dépendent d'une structure de transport du milieu liée à la géométrie et à l'histoire du système. Les systèmes plasma sont un bon terrain pour la mémoire du milieu. Un plasma peut présenter des trajectoires différentes, des délais de récupération ou des transitions brutales parce que l'état du milieu ne se réinitialise pas instantanément. Un même cadre peut être utilisé à 2 échelles, pour un jitter de PLL ou pour un plasma confiné complexe. Le lien entre système PLL, verrouillage de phase et plasma auto-organisé est précieux pour la TVS. La notion de verrouillage, de bande de capture et de mémoire fournit un langage commun pour ces systèmes. Cette continuité méthodologique relie la partie transport instrumental à la partie plasma sans saut de cadre. Le texte principal peut affirmer « Les plasmas sont un terrain naturel pour tester une théorie de milieu ». Certaines instabilités peuvent être relues comme manifestation de la structure du milieu ou l'histoire du système compte. En revanche, il faut éviter de présenter comme acquis une maîtrise opérationnelle ou des promesses déjà démontrées. Ce chapitre joue un rôle de charnière. Il élargit le manuscrit sans faire exploser sa cohérence. Il prépare la suite du manuscrit
montrant que le modèle n'est pas limité à quelques expériences de laboratoire étroites. En résumé, terrain naturel pour une théorie de milieu, effet de seuil, de mémoire et transport non linéaire. L'état 1,5 exprime l'idée d'un régime hybride. La géométrie et l'histoire jouent un rôle central. On continue directement avec le chapitre 7. Protocoles expérimentaux et signatures falsifiables. À bientôt. Messieurs, mesdames, bonjour. Jusqu'ici, notre manuscrit a posé un cadre théorique cohérent. Source gravitationnelle, réponse du vide et dynamique du milieu. Il faut désormais franchir le point décisif de toute théorie physique, la testabilité. Un modèle n'acquiert une valeur réelle que s'il produit des signatures observables. La branche TVS synchronisée propose désormais un programme expérimental explicite avec des seuils et des critères de réussite rigoureux. La stratégie ne repose pas sur une expérience unique, mais sur une famille de tests convergents. Un même état du milieu se manifeste de plusieurs façons. Biais de fréquence, déphasage, jitter ou perte. La cohérence entre ces réponses est aussi importante que chaque résultat isolé. Le canal horloge reste notre point d'ancrage. Il est conforme aux observations déjà établies en champ faible pour calibrer notre cadre. Ce canal sert à définir une échelle pratique pour l'état du vide, sans chercher ici de divergence immédiate avec la relativité standard. Passons au test A. Il concerne les chaînes PLL et la mesure du jitter en fonction de l'altitude ou d'une modulation de gradient. L'introduction d'une modulation réelle via les marées ou un déplacement de masse permet de tester la composante temporelle du canal transport. Le modèle cherche une pente monotone du bruit de phase avec l'altitude. C'est une traduction directe de la TVS en observable instrumental. Le test B est l'un des plus élégants. L'interférométrie sur fibre verticale. On cherche ici un résidu propre au transport. La stratégie consiste à étalonner la contribution de l'horloge à l'horizontale, puis à chercher le résidu de transport à la verticale. La théorie est ici précise. Elle prévoit un écart de 50 à 55 picomètres sur 500 mètres. Si ce résidu n'existe pas, la TVS devra l'assumer. Le test C utilise des cavités RF pour mesurer la qualité effective du système. On cherche une variation des pertes corrélées au canal transport. Ce test complète les précédents. Après la phase et le bruit, nous introduisons une observable liée aux pertes, renforçant la solidité du dossier. Nous avons intégré de vrais garde-fous, des durées longues, des séquences de permutations à bas et des analyses à l'aveugle. Ces principes méthodologiques montrent que la théorie ne choisit pas seulement les expériences faciles, mais celles qui sont crédibles. Une théorie est fragile si ses paramètres ne peuvent être extraits. Nous avons donc conçu un design pour séparer les coefficients A, B et bêta. L'utilisation de diagnostics MCMC et de validation croisée assure que nos résultats ne sont pas dégénérés. C'est un atout capital. Le TwixPack introduit un préenregistrement minimal. On formule à l'avance ce qui comptera comme succès, échec ou prolongation. Cela nous protège de toute réinterprétation opportuniste. La TVS accepte de se soumettre à des conditions de réussite strictes. Nos signatures prioritaires sont claires. Une pente de jitter avec l'altitude, un résidu interférométrique vertical et une variation de la qualité RF. S'y ajoutent des tests plus complexes, comme les géométries, où la gravité apparente est nulle, mais où le gradient tidal subsiste. Une théorie est scientifique si elle précise ce qui la mettrait en défaut. Si ces pentes ou ces résidus n'apparaissent pas, la TVS devra être réévaluée. Cela protège le manuscrit d'une lecture purement spéculative. Nous acceptons un vrai risque expérimental face aux mesures. Le texte principal explique la logique, tandis que les annexes détaillent les budgets de bruit et les feuilles de session. Cette structure rend le document à la fois lisible et techniquement solide pour une présentation académique sérieuse. En résumé, la TVS propose désormais un programme structuré, ancrage horloge, signature de transport et critères de falsification. Nous avons franchi le seuil de la testabilité concrète. Nous continuerons directement avec le chapitre 8 sur le formalisme variationnel. Messieurs, mesdames, après avoir défini notre noyau conceptuel et exposé un programme expérimental structuré, il nous faut aujourd'hui bâtir le socle de notre édifice, préciser le statut théorique de la TVS. Ce chapitre possède une double fonction fondamentale. D'une part, il rassemble la dynamique minimale du vide sous une forme rigoureuse. D'autre part, il explicite ce que la TVS est réellement à ce stade, une théorie effective de milieu. Elle n'est pas une théorie fondamentale achevée de toutes les interactions, mais une théorie de milieu cohérente, partiellement formalisée et suffisamment structurée pour être discutée et testée par la communauté.
Le chapitre 2 avait introduit une dynamique effective de type relaxation-diffusion pour l'état local du vide. Cette équation F4 constitue la forme pratique de notre modèle dans le manuscrit principal. Elle suffit pour relier le potentiel gravitationnel, la réponse du vide, la mémoire, la diffusion et les observables de transport. Elle explique pourquoi le canal transport dépend des gradients et de l'histoire locale du champ. Cette écriture n'est pas simplement ad hoc. On peut la raccorder à un cadre variationnel structuré avec action effective, dissipation de Rayleigh et régime suramorti. Cela donne au modèle un niveau de rigueur supérieur. Dans ce cadre, la dynamique d'Euler-Lagrange-Rayleigh conduit à une équation plus générale, dont le régime suramorti redonne précisément notre forme F4. La dynamique effective n'est donc pas une pure commodité empirique. Le régime retenu est explicitement suramorti. Cela signifie que la dynamique du vide est dominée non par des oscillations libres, mais par une combinaison de relaxation, de diffusion et de forçage liés à la gravité. Ce choix est cohérent avec les observables visés, jitter, déphasage résiduel et effet de mémoire. On ne décrit pas un vide comme champ d'onde libre universel, mais comme un milieu répondant aux sollicitations. Le paramètre tau-état joue un rôle central. Il encode le fait que le vide ne revient pas instantanément à un état de référence. Cette non-instantanéité ouvre la voie à des effets de mémoire et d'hystérésis. Ces concepts étaient déjà présents dans les branches sur l'effet de Dennis. Le manuscrit principal reprend ici la mémoire comme une réalité dynamique minimale, sans réimporter toute la couche spéculative. Le terme de diffusion exprime que l'état du vide n'est pas purement local. Il possède une capacité de redistribution spatiale. C'est ce qui empêche la TVS de se réduire à une simple réponse point par point. Grâce à la diffusion effective, le milieu peut lisser, propager ou retarder certains effets. Dans une théorie de milieu, une redistribution spatiale de l'état de contrainte est non seulement naturelle, mais nécessaire. L'un des points les plus propres de notre approche est qu'elle ne confond pas la source et la réponse. La matière détermine le potentiel phi, puis chu répond à ce potentiel et à ses gradients temporels. Cette hiérarchie distingue le manuscrit des branches anciennes. Le canal horloge reste une réponse universelle, tandis que le canal transport est structurel et mémoriel. C'est la cohérence de notre architecture. Le formalisme F4 impose aussi des contraintes de stabilité. Nous respectons la causalité au sens de Kramers-Kronig pour les réponses effectives, ainsi que l'existence de seuils de propagation bloqués. La TVS n'est pas libre de choisir n'importe quelle fonction. Elle doit respecter des exigences de passivité et de cohérence. Elle n'est pas une intuition poétique, mais une théorie contrainte par les mathématiques. Le travail récent vers la non-dimensionnalisation montre que le modèle peut être comparé entre différentes échelles et régimes sans dépendre uniquement de notations qualitatives. C'est une consolidation technique majeure. Soyons clairs sur le statut épistémologique. La TVS est une théorie effective de milieu. Elle propose des grandeurs utiles, reproduit l'existant connu et ouvre un domaine de divergence testable. Cette modestie est une force. Elle évite de promettre une unification totale déjà achevée, tout en donnant au manuscrit un contenu scientifique rigoureux et défendable. Le cœur du texte reste à ce niveau. Il faut rappeler la hiérarchie du corpus. Les branches spéculatives comme la commande K ou l'effet de Dennis restent en annexe conceptuelle. Elles sont précieuses mais déplacent le centre du projet. La version TVS-PVSP à champ unique constitue une annexe théorique avancée, base possible pour un second article. Le manuscrit principal reconnaît ces branches sans les absorber pour préserver sa lisibilité. À ce stade, nous pouvons affirmer que le vide est un milieu structuré, que Chu répond à la source gravitationnelle via phi et que des signatures expérimentales falsifiables découlent de ce cadre. En revanche, nous ne prétendons pas encore à une théorie complète des interactions fondamentales, ni à une maîtrise opérationnelle immédiate de la commande K ou des applications industrielles avancées. En résumé, F4 offre une dynamique minimale dotée de relaxation, diffusion, mémoire et stabilité. La TVS est une théorie effective consolidée, prête pour une discussion sérieuse. Nous poursuivons maintenant avec le chapitre 9, discussion critique et positionnement scientifique. Merci de votre attention. Messieurs, mesdames, chers étudiants, nous entamons le chapitre 9, discussion critique, comparaison et positionnement scientifique. Le manuscrit a désormais établi un noyau clair, un vide structuré, une source portée par la matière et le potentiel phi, un état local du vide état, un canal horloge ancré sur delta phi sur C2 et un canal transport spécifique au modèle. Ajoutons à cela une dynamique minimale de type F4.
Il faut maintenant situer ce cadre dans le paysage scientifique actuel. Ce chapitre a une fonction critique, préciser ce que la TVS affirme, ce qu'elle ne prétend pas encore faire et ses divergences. Une théorie effective gagne en crédibilité lorsqu'elle connaît ses propres limites. Nous clarifions ici sa position exacte. Ni rejet total, ni absorption naïve des cadres existants, mais une lecture de milieu dotée d'un programme expérimental propre. Passons au positionnement général. La TVS se présente avant tout comme une théorie effective du vide. Elle ne commence pas par une géométrie courbe comme objet premier, mais par un milieu physique structuré. La gravité est ici l'effet de la réponse du vide à la matière, et non une simple propriété géométrique première. La TVS doit être jugée sur sa capacité à proposer des différences expérimentales précises, surtout du côté du transport. Le rapport à la relativité générale est un point sensible. Elle est ici conservée comme description géométrique efficace. La TVS ne nie pas les succès empiriques de la relativité générale dans les régimes de champs faibles déjà observés. La différence est d'abord ontologique. Là où la relativité parle de géométrie, la TVS parle d'un milieu physique. En faible champ, le manuscrit cherche la compatibilité, redshift via delta phi sur C2 et déflexion via optique effective. La divergence est déplacée vers le canal transport. C'est là que la TVS affirme avoir quelque chose à ajouter de neuf. On y parle de gradient, de mémoire, de modulation et d'effets spécifiques sur le jitter des fibres ou les cavités. À ce stade, la TVS n'est pas encore une théorie quantique complète du vide. Ce point doit être assumé explicitement. Le manuscrit n'a pas à feindre une clôture qui n'existe pas encore. Il se limite au noyau stable de la théorie effective. Ces développements appartiennent à l'annexe théorique parallèle, non au noyau central du texte que nous traitons ici. Le corpus n'est pas monolithique. Nous devons reconnaître l'existence de plusieurs branches internes différentes. La branche commande K développe une lecture unifiée de la saturation et de la mémoire, mais reste ici en arrière-plan. La branche champ unique état, plus ambitieuse, est traitée comme une extension théorique pour préserver la sobriété du texte. Cette clarification est une force. Elle montre que le projet distingue le noyau stable de ses extensions plus spéculatives. La force principale de la TVS réside dans son unité structurale, reliant désormais plusieurs familles de phénomènes. Matière vers potentiel. Phi, potentiel vers réponse du vide état. Réponse vers biais d'horloge universelle. Et enfin, des gradients et de la mémoire vers le canal transport et ses signatures expérimentales testables. Cette chaîne est bien plus claire. Le texte dispose d'un vrai squelette logique, enfin lisible par un lecteur externe. La deuxième force est sa discipline méthodologique. On ne cherche pas à tout faire diverger d'un seul coup. Cette stratégie protège le manuscrit d'une opposition frontale inutile et concentre l'attention sur les observables réels. La limite la plus importante est claire. Le modèle n'est pas encore mathématiquement fermé dans toutes ses branches. Cela n'invalide pas le manuscrit, cela définit son statut, une théorie de milieu assez articulée pour être testée. Une limite secondaire vient de l'histoire du corpus et de la coexistence de plusieurs vocabulaires techniques. Nous devons rester vigilants pour ne garder qu'un seul dictionnaire central et repousser le reste vers les annexes. Attention, la TVS possède un programme expérimental crédible, mais pas encore une validation acquise. La théorie a gagné le droit d'être testée, mais elle n'est pas encore établie. Cette nuance est capitale pour le lecteur. Ce que le modèle affirme réellement, le vide est un milieu, la matière est source, et des tests falsifiables sont possibles. Sa valeur vient de son noyau cohérent et de son acceptation des critères de réfutation. C'est un cadre structuré. En résumé, la TVS est une théorie effective prête pour la discussion. Passons sans attendre au chapitre 10. Mesdames, messieurs, chers étudiants, nous arrivons au chapitre 10. Conclusion générale et perspective. Bilan général du manuscrit. Ce manuscrit a proposé une reformulation cohérente de la gravité à partir d'une hypothèse centrale. Le vide n'est pas un arrière-plan passif, mais un milieu physique structuré. Dans ce cadre, la matière agit comme source gravitationnelle via le potentiel phi, tandis que le vide répond en modifiant son état local état. La gravité n'est donc pas traitée ici comme une entité première indépendante, mais comme un phénomène émergent lié à la structure du milieu. Cette reformulation a été construite avec une règle méthodologique simple: conserver les ancrages faibles champs établis, puis déplacer les différences vers des observables de transport. C'est ce choix qui donne à la version actuelle de la TVS sa cohérence la plus forte. Ce qui a été établi, le manuscrit a stabilisé plusieurs points essentiels. D'abord, il a distingué la source phi, la réponse du vide état, les observables de fréquence du canal horloge,
et les observables de propagation du canal transport. Ce canal transport regroupe la propagation, les pertes et la mémoire du milieu. Ensuite, il a adopté une position nette sur le temps. Le temps reste intrinsèque, tandis que les écarts entre horloges sont interprétés comme des biais de rythme des systèmes physiques utilisés comme référence. Cette position est cohérente avec la branche TVS synchronisée, tout en restant présentée ici dans une forme plus sobre et plus défendable. Enfin, le manuscrit a fixé un noyau dynamique minimal à travers le formalisme F4 qui introduit relaxation, diffusion effective, mémoire et forçage. Statut du modèle. Cela suffit à donner au modèle un statut supérieur à celui d'une simple intuition descriptive, ce que le modèle affirme désormais clairement. Le vide doit être traité comme un milieu physique structuré. La matière en est la source de contrainte. L'état local du vide se traduit par une grandeur état. Le canal horloge reste universellement décrit en faible champ par la variation relative de fréquence égale au potentiel divisé par C au carré. Canal transport. Les différences spécifiques du modèle apparaissent dans le canal transport. Ce canal dépend des gradients du potentiel et d'une mémoire du milieu. Noyau stable. Le manuscrit doit également être clair sur ce qu'il n'a pas encore achevé. Il n'a pas encore produit une théorie fondamentale complète de la lumière, ni les interactions. Il n'a pas fermé les branches relevant de la commande K, de la conservation énergétique ou de l'effet de Dennis. Ces couches donnent une profondeur réelle au projet. Mais elles ne doivent pas être confondues avec le noyau Publication Ready. Le statut de la TVS est celui d'une théorie effective de milieu, une discussion sérieuse. La valeur scientifique actuelle tient à plusieurs acquis. Le premier est la clarification interne. Le projet est un dossier organisé autour d'un manuscrit principal. Le deuxième acquis est l'existence d'un programme de test. Les protocoles sur Jitter, PLL et Fibre donnent au modèle des points de contact clairs avec l'expérience. Le troisième est la capacité du modèle à délimiter ses propres divergences. Il ne prétend pas tout contester. Il choisit précisément où il veut être différent. Perspective. Les prochaines étapes apparaissent avec netteté. La première, finaliser le manuscrit principal avec phi comme source et état comme réponse du vide. Canal horloge. La deuxième, produire une annexe mathématique avancée sur l'invariant tidal, la compacité et les cas de type sphère pleine contre coquille mince. Annexe autonome. La troisième, organiser une annexe expérimentale autonome avec protocole, template et reviewer pack. La quatrième, conserver séparément la commande K. Conclusion finale. La TVS, dans sa forme actuelle, propose une idée simple mais structurante. La gravité n'est pas d'abord une géométrie, mais la réponse d'un vide structuré à la matière. Le projet a atteint un seuil important, celui d'un cadre théorique cohérent, présentable, hiérarchisé et testable. C'est ce qui lui donne désormais une véritable tenue scientifique. Fin. Mesdames, messieurs, nous arrivons au terme de ce dossier maître consacré à la théorie du vide structuré. Ce travail propose une reformulation phénoménologique de la gravité fondée sur une hypothèse simple. Le vide est un milieu physique structuré. Dans ce cadre, la matière agit comme source via le potentiel phi, tandis que le vide répond en modifiant son état local, chu ou état. Le temps est ici intrinsèque. Les horloges ne mesurent pas le temps nu, mais le rythme de processus physiques conditionné par le milieu. Nous distinguons deux canaux. Le canal horloge, universel, et le canal transport, siège des signatures spécifiques de la TVS. Le canal horloge reproduit les lois faibles champ connues, garantissant l'ancrage expérimental du modèle. Le transport, lui, introduit la dépendance au gradient, à la modulation et à la mémoire effective du milieu. C'est ici que la théorie devient falsifiable à travers un programme de tests convergents, jitter, interférométrie et cavité RF. La TVS s'affirme comme une théorie effective de milieu, cohérente, hiérarchisée et prête à être mise à l'épreuve. Le dossier est désormais clos. Les perspectives sont nettes et le programme scientifique tracé. Merci de votre attention. Bienvenue dans ce premier épisode de notre série documentaire consacrée au dossier maître de la théorie du vide structuré. Le point de départ de la TVS est une distinction fondamentale. La séparation entre la source gravitationnelle et la réponse du vide. La matière constitue la source. En régime faible champ, elle est résumée par le potentiel gravitationnel phi, satisfaisant l'équation de Poisson. Le vide, quant à lui, est le milieu physique qui répond à cette présence par une modification de son état local, noté état. Cette grandeur état représente la variable d'état du vide. Plus elle est élevée, plus le milieu est localement contraint.
Historiquement associée au CHU, cette grandeur trouve ici son statut mathématique unique dans le manuscrit principal. Dans ce cadre, le temps est tenu pour intrinsèque. Il n'y a pas d'altération du temps lui-même, mais de la réponse des systèmes physiques. Une horloge ne mesure jamais le temps nu. Elle suit un processus dont la cadence dépend directement de l'état du milieu. Passons maintenant aux grandeurs fondamentales et aux équations minimales qui structurent cette réponse. Il est utile de distinguer deux composantes de état, une composante horloge, universelle, et une composante transport. La composante horloge est liée universellement au potentiel. Elle traduit le biais des systèmes de fréquences en régime faible champ. La composante transport, quant à elle, dépend des gradients du potentiel et de l'histoire locale du milieu. Le noyau du formalisme est une loi de type relaxation-diffusion avec mémoire, au cœur du formalisme F4. Cette équation exprime que le vide tend vers un état stable, diffuse sa contrainte et garde une mémoire finie. Nous avons posé les bases. Dans le prochain épisode, nous explorerons le mystère du temps intrinsèque et des biais de mesure. Mesdames, messieurs, bienvenue dans ce deuxième volet de notre masterclass consacré au dossier maître de la théorie du vide structuré. Après avoir posé les bases de la distinction entre source et réponse, nous devons affronter l'une des questions les plus délicates, la nature du temps. En TVS, le modèle pose une hypothèse forte. Le temps reste intrinsèque. Il n'est pas une grandeur qui se déforme ou se dilate ontologiquement. Ce que nous appelons dilatation du temps est relu ici comme une modification du rythme des processus physiques servant à le mesurer. Une horloge, qu'elle soit atomique, optique ou mécanique, n'observe jamais le temps abstrait. Elle suit un processus matériel régulier. Si ce processus évolue dans un milieu contraint, son rythme peut changer sans qu'il soit nécessaire de supposer une variation du temps lui-même. Imaginez un nageur traversant un courant plus dense. C'est son effort et son rythme qui changent, pas la durée de la seconde fondamentale. Pour rester compatible avec les observations faible champ, la TVS adopte une loi opérationnelle stricte, delta F sur F égale delta phi sur C carré. Cette relation permet de reproduire le comportement observé des systèmes de fréquences sans réintroduire de dilatation ontologique. Dans le cadre de la TVS, cela signifie que tous les rythmes physiques de référence répondent universellement au potentiel gravitationnel. Il est souvent utile d'introduire une référence locale, phi étoile, pour définir la réponse horloge de manière différentielle. Les différences observées sont ainsi interprétées comme des biais de rythme induits par le vide structuré et non comme une déformation du temps. Le choix de conserver le canal horloge comme canal universel est une stratégie délibérée pour garantir la discipline du modèle. L'universalité en champ faible sert de garde-fou, empêchant la théorie de devenir trop flexible ou arbitraire. Les différences spécifiques de la TVS sont ainsi volontairement déplacées vers les observables de transport que nous verrons plus tard. Sous cette forme, la TVS propose une lecture de milieu. Ce ne sont pas les propriétés du temps qui changent, mais celles des processus servant à le mesurer. Cette approche permet de structurer le manuscrit principal de manière opérationnelle, sans contester les observations acquises. En résumé, le temps intrinsèque et le canal horloge constituent la partie la plus conservatrice et la plus solide de notre modèle. Dans le prochain épisode, nous nous pencherons sur la propagation de la lumière et l'optique effective du vide structuré. Le dossier avance, la structure s'affirme. Merci de votre attention pour cette exploration des rythmes du vide. Mesdames, messieurs, bienvenue dans cette leçon approfondie consacrée à la propagation de la lumière au sein du vide structuré. Après avoir exploré la nature du temps, nous devons maintenant comprendre comment le milieu conditionne le voyage des ondes électromagnétiques. Le premier point fixe, immuable en TVS, est la vitesse locale fondamentale de propagation. C reste strictement constante. Il ne s'agit pas d'un ralentissement local de la lumière au sens matériel, mais d'une propriété intrinsèque du support de propagation. La TVS affirme que le vide structuré agit comme un milieu effectif, modifiant la phase et le chemin optique sans varier C. En régime faible champ, l'indice effectif n est environ égal à 1, moins 2 fois le potentiel phi sur C au carré. Cette écriture reproduit les effets classiques de déflexion sans nécessiter la géométrie courbe comme ontologie de départ. Tout se passe comme si la structure du vide imposait une réfraction naturelle, guidant la lumière selon les gradients du milieu. Dans nos protocoles, l'observable n'est pas une vitesse brute, mais un déphasage ou un chemin optique effectif. Le déphasage dépend de la variation d'indice effectif multiplié par la distance parcourue plus un résidu expérimental. Pour isoler les effets spécifiques à la TVS, nous décomposons l'indice effectif en deux parties distinctes. La contribution B est associée au canal horloge. Elle représente l'influence universelle du potentiel déjà connu.
La contribution A est propre au transport. C'est ici que se logent les signatures innovantes de notre modèle. L'indice total est la somme pondérée de la réponse universelle et de la réponse spécifique de transport. Isoler ces résidus est la clé. Cela permet de tester la TVS sans remettre en cause les bases déjà validées. Le manuscrit principal reste sobre. Il n'a pas besoin de l'ambition de la branche PVSP pour être efficace. Dans les versions plus poussées, la lumière pourrait être une onde du bulk, mais ici, nous nous tenons à l'optique effective. Retenons l'essentiel. C est constant, l'indice dépend du milieu, et l'innovation réside dans le transport. Ce cadre sera mis à l'épreuve dans les tests sur fibres optiques verticales que nous verrons en fin de série. Le TwigPack donne déjà les ordres de grandeur, quelques dizaines de picomètres pour des fibres de plusieurs centaines de mètres. La lumière devient ainsi notre sonde la plus fine pour révéler la structure invisible de notre monde. Préparez-vous à plonger dans le cœur innovant du dossier, le canal transport, ses gradients et sa mémoire. Le savoir se construit brique par brique. Merci de votre attention pour cette étude de l'optique du vide. Mesdames, messieurs, nous entrons aujourd'hui dans le cœur le plus innovant de la théorie du vide structuré, le canal transport. Là où les canaux précédents assuraient la continuité avec la physique connue, le transport introduit les dépendances spécifiques au milieu. La grandeur état-trans condense l'idée que certains phénomènes dépendent de la structure locale, de la modulation et de l'histoire du vide. Le premier terme de notre loi triple exprime la dépendance directe aux gradients gravitationnels locaux, l'inclinaison du potentiel. Le second terme introduit une sensibilité à la modulation temporelle de ces gradients. Le vide réagit à la vitesse de changement de la contrainte. Enfin, le troisième terme représente la mémoire intégrée du milieu, l'histoire locale de la contrainte subie par le vide. Cette triple décomposition est l'une des avancées les plus précieuses du manuscrit synchronisé. Elle définit l'état dynamique du milieu. Imaginez le sillage d'un navire fantôme. Le vide garde la trace de la matière passée, une rémanence physique mesurable. Cette intuition nous rattache directement à l'effet Dennis. Un système plongé durablement dans un environnement contraint en garde l'empreinte. Tout observable de transport peut être modélisé par une valeur de base augmentée de la réponse du milieu, notée K état trans. Pour les chaînes de synchronisation et de phase, ce canal se manifeste par un bruit résiduel, un jitter dépendant du gradient local. Dans les cavités radiofréquences, c'est le facteur de qualité Q qui enregistre une variation infime corrélée au canal transport. L'équation montre que l'inverse du facteur Q réagit à état à trans, révélant ainsi les pertes induites par la structure du vide. L'intérêt majeur de cette structure est qu'elle rend la TVS falsifiable sans toucher au socle solide du canal horloge. La théorie choisit un domaine précis où elle propose quelque chose de neuf, loin des sentiers battus de la relativité standard. Gradient, modulation et mémoire entrent ici en jeu comme des variables explicatives à part entière du support de réalité. Le canal transport est le lieu où la TVS devient réellement originale, ancrant la théorie dans le monde du transport et des pertes. Dans le prochain épisode, nous appliquerons ces concepts au plasma et au système fortement couplé. L'état 1-2. Le dossier est en marche. La preuve se construit. Merci de votre attention pour cette plongée dans le transport du vide. Mesdames, messieurs, nous abordons aujourd'hui l'un des chapitres les plus fascinants de notre dossier, la physique des systèmes fortement couplés. Après avoir compris comment le vide transporte l'information et garde la mémoire des contraintes, nous devons observer ce qui se passe sous des conditions extrêmes. Les plasmas constituent un terrain naturel pour la TVS. Ils combinent forte densité d'énergie, instabilité et transition de régime brutal. Dans ces systèmes, la géométrie de confinement n'est pas seulement un cadre technique. Elle dicte la manière dont le vide va répondre localement. Ici, les intuitions de saturation et de capacité finie du milieu trouvent leur pleine mesure. Le vide n'est plus un support passif. C'est dans ce contexte qu'apparaît la notion d'état 1/2. Un régime charnière entre le fluide guidé et la structure organisée. Dans cet état, le plasma cesse d'être seulement piloté de l'extérieur. Il commence à imposer sa propre organisation au système global. Il imposait lui-même une partie de sa fréquence ou de sa phase au milieu environnant, créant un verrouillage collectif puissant. Imaginez un nageur qui ne subit plus le courant, mais qui utilise la structure même de l'eau pour se propulser avec une efficacité nouvelle. L'état 1-2 fournit une lecture physique pour ces régimes où l'histoire du système et les gradients du milieu jouent un rôle stabilisateur. La stabilité de ces régimes est au cœur de nos recherches sur les plasmas confinés et les énergies de fusion. La mémoire du vide, héritée du canal transport, permet au plasma de se souvenir de son état de confinement, prolongeant sa stabilité.
Ce chapitre montre que la TVS n'est pas limitée aux horloges et à l'optique. Elle s'applique aux systèmes dynamiques les plus complexes. Comprendre l'état 1-2 est la clé pour débloquer de nouveaux horizons technologiques là où matière et vide fusionnent leur dynamique. Mais pour que ces concepts deviennent science, ils doivent affronter l'épreuve du test. C'est l'objet de notre prochain volet. Dans le prochain épisode, nous détaillerons les protocoles expérimentaux, jitter, interférométrie verticale et cavité RF. Le dossier est solide, la vision est globale. Merci de votre attention pour cette exploration des énergies du vide. Mesdames, messieurs, une théorie ne gagne sa portée scientifique que si elle accepte le risque de l'expérience. Voici l'épreuve des faits. Notre stratégie est nette. Utilisez le canal horloge comme ancrage et cherchez les signatures nouvelles dans le canal transport. Le premier protocole concerne le jitter et les boucles à verrouillage de phase, ou PLL, plongées dans un gradient gravitationnel. L'objectif est de tester la sensibilité à la modulation temporelle du gradient via des séquences comparatives rigoureuses et des campagnes longues. La deuxième famille de tests repose sur l'interférométrie sur fibre optique verticale pour isoler les résidus de transport. Ici, nous cherchons une séparation explicite entre la contribution B de l'horloge et la contribution A propre au transport. Nous attendons un chemin optique effectif de quelques dizaines de picomètres pour une fibre de plusieurs centaines de mètres. La troisième famille concerne les cavités radiofréquences, où l'on suit la variation du facteur de qualité en fonction du milieu. L'expérience suit l'évolution des pertes induites, une signature directe de la structure du vide dans le canal transport. Pour garantir la crédibilité du dossier, nous imposons un cadre méthodologique strict, incluant le préenregistrement des tests. La modélisation s'appuie sur une logique d'identifiabilité des paramètres et des diagnostics statistiques rigoureux. Ces protocoles ne constituent pas encore une validation, mais un programme falsifiable. C'est là que réside leur véritable valeur. La TVS ne propose plus seulement des idées, mais un cadre de test structuré pour interroger la nature profonde du vide. Jitter, fibres optiques, cavité RF. 3 piliers pour un programme de recherche cohérent et hiérarchisé. Dans le prochain épisode, nous reviendrons à la théorie pure avec le formalisme variationnel et les conditions de stabilité. Le savoir avance par la preuve. Merci de votre attention pour cette exploration de la rigueur expérimentale. Mesdames, messieurs, après l'épreuve de l'expérience, nous revenons au cœur de la pensée théorique pour explorer les racines du formalisme F4. Si les protocoles testent la validité du modèle, le formalisme variationnel, lui, en garantit la cohérence mathématique et la stabilité physique. L'équation dynamique que nous utilisons peut être comprise comme la limite suramortie d'un cadre variationnel beaucoup plus vaste. Le dossier Formalisme F4 et stabilité montre qu'il est possible d'associer à l'état du vide une action effective et une fonction de Lagrange. Dans cette perspective, le vide ne suit pas une loi arbitraire, mais minimise une contrainte globale définie par une action effective. Nous y ajoutons une dissipation de type Rayleigh qui rend compte de la tendance du milieu à relaxer vers son état d'équilibre. Cette approche permet de retrouver l'équation opérationnelle du manuscrit dans le régime approprié, tout en assurant la stabilité des solutions. Le statut du modèle doit être clair. La TVS, dans sa forme principale, est une théorie effective de milieu, un socle solide pour l'interprétation. Elle ne prétend pas être une théorie quantique complète ni une unification totale de toutes les interactions. C'est sa sobriété qui fait sa force. Elle possède un petit nombre de grandeurs bien hiérarchisées et une dynamique minimale cohérente, prête à être enrichie. L'ancrage sur le canal horloge reste son point fixe, tandis que le transport demeure son domaine d'innovation principal. C'est ce niveau de modestie contrôlée qui donne aujourd'hui à la TVS sa tenue scientifique et sa crédibilité auprès des pairs. Elle se situe en dialogue critique avec la relativité générale, proposant une autre lecture du support gravitationnel, celle d'un milieu réel. Le formalisme variationnel clôt ainsi la structure logique du manuscrit principal, offrant un socle stable aux perspectives futures. Dans le prochain épisode, nous discuterons du positionnement scientifique global de la TVS et de sa comparaison avec les théories standards. La pensée se structure. La théorie se fortifie. Merci de votre attention pour cette étude du formalisme et de la stabilité du vide. Mesdames, messieurs, après avoir bâti l'édifice théorique et expérimental, nous situons la TVS dans le paysage scientifique et explorons ses branches les plus audacieuses. La TVS ne nie pas les succès de la relativité générale, elle la conserve comme une description géométrique efficace des observations en champ faible. Sa divergence est d'abord ontologique. Là où la relativité générale part d'une géométrie abstraite,
la TVS part d'un milieu physique réel. Le dossier maître distingue rigoureusement le manuscrit principal de ses annexes spécialisées, comme la branche théorique TVS-PVSP. L'une des branches les plus prometteuses est celle de la commande K, l'art de piloter le vide pour transformer notre rapport à la matière. Le concept repose sur le pilotage précis du ratio entre viscosité et phase du milieu, pour modifier localement la réponse du bulk. En pilotant ce ratio, on cherche à rendre un objet littéralement transparent au bulk, annulant localement l'inertie et les frottements. Cette commande permet d'envisager des accélérations instantanées sans subir les effets dévastateurs de la force G en fluidifiant le bulk à l'avant du mobile. C'est le concept du brise-glace spatial. L'engin ne lutte pas contre le vide, il en modifie la phase pour s'y mouvoir sans résistance. Les applications sont révolutionnaires, du vacuum drive à la traction topologique, où les objets roulent littéralement sur la structure du vide. La force de la TVS est cette cohérence entre une théorie de milieu sobre et des perspectives d'ingénierie d'une ambition monumentale. Bien que ces branches soient spéculatives, leur reconnaissance explicite garantit la crédibilité et la tenue scientifique du dossier maître. Nous nous présentons face à nos pairs avec un programme de test précis, loin de toute dérive métaphysique sans fondement expérimental. Retenons ce positionnement. Une théorie effective, hiérarchisée et une ingénierie de pilotage du vide prête à naître. Dans notre ultime épisode, nous dresserons la conclusion générale et les perspectives d'avenir pour notre civilisation du bulk. La carte est tracée, le vacuum drive attend. Merci de votre attention pour cette réflexion sur notre avenir topologique. Mesdames, messieurs, nous voici parvenus au terme de notre voyage à travers le dossier maître de la théorie du vide structuré. Ce travail a proposé une reformulation phénoménologique de la gravité. Le vide n'est plus une absence, mais un milieu physique structuré. La gravité n'est pas une entité première, elle est l'effet émergent d'une réponse de ce milieu à la présence de matière. Le temps reste intrinsèque, les horloges enregistrent des biais de rythme et les signatures nouvelles se logent dans le transport. Cette ligne de pensée donne à la TVS une forme scientifique identifiable, une théorie effective de milieu, hiérarchisée et testable. Les perspectives immédiates sont désormais nettes. Le programme de recherche est tracé avec précision. Il nous faut d'abord finaliser le manuscrit principal dans une forme homogène, relisible et accessible à la communauté. Ensuite, nous devons produire l'annexe mathématique avancée, centrée sur l'invariant tidal, la compacité et la mémoire du vide. L'organisation d'une annexe expérimentale regroupant les protocoles et les seuils de détection est notre priorité pour la falsification. La branche commande K sera conservée séparément comme annexe conceptuelle ouvrant la voie à l'ingénierie topologique. Enfin, la branche TVS-PVSP servira de base à une théorie plus fondamentale, traitant la lumière comme une onde du bulk. Sous cette forme, le projet a franchi un seuil essentiel, celui d'un dossier théorique cohérent, prêt à être mis à l'épreuve. Notre but ultime est d'atteindre le statut de type 1, la civilisation du bulk, maîtresse de son support et de son énergie. Le dossier est désormais clos pour cette masterclass. Ce n'est pas une fin, mais le début d'une aventure expérimentale sans précédent. Merci de votre attention, de votre rigueur et de votre curiosité. Le futur du vide structuré est entre nos mains. Messieurs, mesdames, je vous tire ma révérence. À bientôt dans le bulk.